Ouh, quel silence. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses sur le thème très actuel de la lutte contre l'extrême droite. Et avant de commencer, j'aimerais juste resituer un peu comment ça se fait qu'on soit ici, si nombreux. En fait, avec quelques étudiants et étudiantes, on s'est retrouvés. Je pense notamment à Arzu, Emila, Johanna et Étienne. Et on s'est dit, mais en fait, il y a quand même une montée de l'extrême droite dans les discours, dans le monde politique, dans le monde médiatique, et ça nous fait un peu peur. Et donc on a pris exemple sur la coalition 8 mai, dont le logo est juste là, et que vous connaissez peut-être, qui rassemble des syndicats, des associations, du monde associatif, du monde académique, sur le thème de la lutte contre l'extrême droite et contre le fascisme, et qui a pour mission et pour but de, entre autres, refaire du 8 mai un jour férié, parce que c'est un jour férié en France, mais ce n'est plus un jour férié en Belgique, malheureusement. Et donc avec le BEA, la CE, l'AIC, le Librex, l'USE, les jeunes CSC, le cercle LGBTQIA+, le BINABI, Comac, Amnesty, la FEF, l'Union des étudiants juifs de Belgique et la Fédération des jeunes musulmans, on s'est mis d'accord pour se lancer sur un cycle d'événements pour lutter contre l'extrême droite. Hier, on a eu un village associatif sur cette question, et aujourd'hui, on a donc cette conférence. J'aimerais juste vous inviter à scanner le QR code, parce que le 7... avec la FEF, on organise des départs groupés vers Brendonck, où il y aura des commémorations qui sont organisées. Vous le savez peut-être, Brendonck, c'est un camp de transit qui date de la Seconde Guerre mondiale. Et donc pour nous, c'était important d'allier jeunes et moins jeunes pour cet événement. L'événement d'aujourd'hui est organisé par le BEA, le Bureau des étudiants et étudiantes administrateurs et administratrices. Beaucoup de points médians. Qui est donc le conseil étudiant de l'ULB, qui réunit les représentants étudiants et les représentantes étudiantes sur différentes questions et qui vous représentent dans les commissions de l'ULB, auprès de la rectrice, auprès de la ministre, etc. Et pour lesquelles vous êtes amenés à voter tous les ans. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Edu Plenel, président et fondateur de Mediapart, que je laisserai peut-être se présenter, même si je pense qu'on le connaît tous. Bien. Bonjour à toutes et tous, et pardon du retard, mais j'ai compris que ça vous a permis de profiter d'un moment convivial. J'avais simplement un article à terminer pour Mediapart. Que dire ? Je suis journaliste depuis bientôt un demi-siècle. J'ai fait du journalisme un engagement radicalement démocratique, dont je suis prêt à rendre compte devant vous. Et l'accomplissement de ma vie, peut-être, s'appelle Mediapart. Et vous avez sorti un livre très récemment qui s'appelle « L'appel à la vigilance ». Je dois dire qu'on était assez contents et heureusement surpris, parce qu'on s'est dit on va faire plein de trucs sur l'antifascisme et la lutte contre l'extrême droite, et bam, Edu Plenel nous aide et sort un livre sur la question, pile quand on commence à se réunir. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire pourquoi, comment, pourquoi ce livre, comment cette lutte ? Ce livre est une affaire franco-belge. Ce livre a été suscité. J'avais ce projet, mais le fait de le faire dans ces délais-là a été provoqué par le décès d'un ami cher qui est né à Anvers, il résidait à Bruxelles et à Paris, et qui avait la double nationalité belge d'abord, puis française. Maurice Hollander, qui était historien et un très grand éditeur, il a dirigé une grande collection, créé une grande collection qui existe toujours aux éditions du Seuil, la librairie du XXe siècle puis du XXIe siècle. Donc Maurice Hollander a été rattrapé par une vilaine maladie et bon, il est parti tranquillement dans son sommeil, mais un peu trop vite, sans prévenir. Et dans les derniers moments, c'était un ami proche, je lui avais fait la promesse de rendre hommage à une initiative qu'il avait eue il y a 30 ans, exactement, cette année, le 13 juillet 1993, un appel à la vigilance qui était paru dans le journal où je travaillais à l'époque, Le Monde, signé par 40 personnalités de la vie intellectuelle française et européenne. Et c'était un appel sur la banalisation des idées d'extrême droite dans l'espace public, dans le monde médiatique, dans l'espace éditorial.
le fait qu'on s'accoutumait à ces idées que je vais bientôt définir. Et donc Maurice avait lancé cet appel qui a été signé par des gens comme Jacques Derrida, comme Pierre Bourdieu, comme Umberto Eco, comme Nicole Laureau, comme Michel Perrault, comme Françoise Héritier. Voilà, j'en oublie puisqu'ils étaient une quarantaine, mais j'ai au moins cité 3 signatures masculines et 3 signatures féminines pour rappeler l'exigence de parité. Et donc cet appel a été tout à fait visionnaire, mais évidemment, revisiter cet appel, c'est se secouer un peu en prenant conscience du risque de notre défaite. La première phrase du livre, c'est « Que nous est-il arrivé ?» Ce n'est pas un livre pour le passé, c'est un livre pour le présent. Qu'est-ce qui a fait que se sont banalisés, et particulièrement en France, avec un danger extrême particulièrement en France, pas simplement des formations politiques d'extrême droite, pas forcément uniquement la représentation politique de l'extrême droite, 89 plus 1 député, 90 députés à l'Assemblée nationale française aujourd'hui, mais plus précisément la banalisation, l'accoutumance dans la presse, dans les médias, dans les débats, dans les milieux intellectuels, universitaires, de l'idéologie d'extrême droite, c'est-à-dire de l'idéologie radicalement antidémocratique. Pour la définir tout simplement, c'est l'idéologie de l'inégalité naturelle. Il y aura toujours des personnes, parfois avec talent, avec une posture littéraire, pour défendre que nous naissons inégaux, qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres, des origines supérieures à d'autres, des religions supérieures à d'autres, des sexes, des genres, des apparences, des croyances, des identités supérieures à d'autres. Si nous sommes ici, dans un espace libre de parole, d'éducation, de transmission, qui symbolise les conquêtes démocratiques, c'est parce qu'a été proclamé l'inverse, l'égalité naturelle. Cette proclamation de 1789 en France, qui a été prolongée en 1948 par la Déclaration universelle, dont le rédacteur était un Français aussi, René Cassin, qui dit que les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droit. C'est un scandale qui bousculera toujours tous les conservatismes, toutes celles et tous ceux qui veulent figer le mouvement des sociétés. Et c'est ce scandale qui nous a permis de conquérir des droits démocratiques. Quand c'est proclamé en août 1789 en France, c'est encore la monarchie absolue. Il n'y a pas d'institution démocratique, pas de droit de vote, il y a l'esclavage. Ne parlons même pas des droits des femmes, évidemment. C'est ce qui nous a permis de conquérir des droits sociaux, de considérer que ce n'était pas légitime qu'il y ait le travail des enfants, d'avoir des congés payés, d'avoir des droits à la retraite. C'est ce qui nous a permis de défendre les droits des colonisés, de ceux que l'on opprimait au nom de nations qui se disaient autorisées à conquérir leur pays et à dominer leur peuple et à prendre leurs richesses. C'est ce qui nous a permis de conquérir, et Dieu sait si ce sont des conquêtes fragiles, les droits des femmes. Pour ma génération, et les droits des femmes sont l'exemple le plus symbolique de la radicalité démocratique, car, j'allais dire, c'est transcourant, et il n'y a pas d'origine politique ou de milieu social qui soit à l'abri de cette question, mais je rappelle toujours aux audiences, j'ai 70 ans aujourd'hui, que j'avais 13 ans quand les femmes françaises ont été autorisées à avoir un compte chèque, un compte en banque. J'avais 18 ans quand la notion de chef de famille a été supprimée, et c'était évidemment l'homme du ménage qui était le chef de famille. Et j'avais 22 ans quand le droit à l'IVG, le droit à la maîtrise de la procréation par les femmes a été conquis en France. Et ce sont évidemment des conquêtes immensément fragiles, et
aucune civilisation n'en est propriétaire. Je rappelle souvent, volontiers, que les femmes françaises ont eu le droit de vote une vingtaine d'années après les femmes turques, même si les jeunes Turcs ont fait d'autres choses pas sympathiques. Je pense au sort des Arméniens. Et donc, ces droits, c'est une conquête infinie. C'est ce qui nous permet aussi de défendre les droits des personnes racisées aujourd'hui, des personnes LGBTQI+, de toutes les discriminations, racisme, xénophobie, antisémitisme, islamophobie, négrophobie, homophobie. Bon. Et face à cela, les idées dont il s'agit, ce sont celles qui disent non, ces hiérarchies sont naturelles. Le propos de mon livre, prolongeant le propos de cet appel, c'est de dire que les démocraties sont fragiles. Puisque c'est un régime de liberté, la démocratie est fragile. Et que du coup, nous devons les défendre, les démocraties. Et que nous ne devons pas laisser, au prétexte de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, s'ébattre librement des idéologies meurtrières. Car l'idéologie de l'inégalité naturelle est une idéologie meurtrière. Cela commence par des mots, et c'est tout le propos du livre, et c'était le propos de Maurice Hollander, c'est ce que je retrace en racontant son travail de chercheur, en racontant toute sa démarche scientifique, y compris d'une revue qu'il avait créée, Le Genre Humain. Il disait que son appel était un appel philologique, faire attention aux mots. Cela commence par des mots, et on pense que les mots, c'est simplement la liberté de dire, y compris des horreurs, y compris le pire, y compris l'abject. C'est ce que l'on revendique, assez de politiquement correct. Laissez-moi dire, laissez-moi déballer, laissez-moi déborder, laissez-moi exprimer tout ce qui me passe par la tête. Eh bien, en laissant s'exprimer cela, on habitue à des mots, et ces mots peuvent, un jour ou l'autre, devenir des actes. C'est déjà le cas dans l'ordinaire des haines dans un pays comme celui où j'habite, la France. Pour terminer cette présentation rapide, il y a deux mots sur lesquels j'ai à nouveau écrit ce soir à propos de ce qui se passe d'abominable à Mayotte, le 101e département français, cette opération dite anti-migrants, et qui est en fait une mise en scène par le pouvoir actuel de la pratique idéologique que souhaite l'extrême droite, c'est-à-dire le tri des humanités. Le tri des humanités au sein des mêmes peuples, de commencer à créer une hiérarchie des humanités. Il y a deux mots très simples qui sont dans le débat public français aujourd'hui, dont on débat à la télévision, y compris à la télévision publique, qui ont leur chaîne, qui ont leur tribune, l'ancien journal de référence de la droite française, Le Figaro, les chaînes de radio, de télévision d'un milliardaire comme M. Bolloré, et plein d'autres. Ces mots ont été lancés en 2010, il y a peu de temps. Et aujourd'hui, ils ont été promus dans le débat politique. Et puis, ils ont trouvé, y compris leur notoriété mondiale, en étant revendiqués par l'écrivain français qui est aujourd'hui le plus traduit. Je viens de citer Renaud Camus, l'inventeur, Éric Zemmour, le publiciste passé en politique, et puis Michel Houellebecq, le romancier. Ces deux mots, ces grands remplacements. Deux mots au nom desquels déjà des massacres de masse, des meurtres de masse ont été commis en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Ces mots, et qui n'ont pas de frontières, ils peuvent y compris être employés dans le débat belge comme dans le débat québécois ou d'autres, pour parler de pays francophones, voire la Tunisie récemment, l'autocrate président tunisien. L'origine ne protège de rien. Ces mots installent une idéologie monstrueuse. L'idée qu'il y a une partie du peuple qui en occuperait une autre et qu'il serait légitime de la chasser, de chasser des gens du même peuple. Ce qu'ils appellent la remigration. L'opération actuellement à Mayotte, je serais incapable de vous reciter en mahorais son nom mahorais, mais son nom mahorais veut dire reprise. Il a été choisi à Paris. Reprendre, comme reconquérir. Reprendre ce qu'on nous aurait volé, notre territoire, notre identité, notre culture. Alors qu'évidemment, les Comoriens et les Comorènes qui vont être raflés, dont les maisons sont détruites et qui sont potentiellement, pour l'instant, une décision de justice a permis d'interrompre ça, expulsables, c'est le même peuple. Puisque Mayotte, c'est le même peuple, c'est le peuple des Comores. C'est la même langue, c'est la même culture, c'est la même religion, c'est parfois les mêmes mariages, c'est les mêmes pratiques, c'est les mêmes lignées.
Et donc on habitue à cette idée que l'on peut créer, au nom de l'idée qu'il y en ait qui seraient des vrais Français et d'autres qui ne le seraient pas, l'idée qu'on peut faire le tri. Et qu'on peut faire le tri jusqu'à les expulser, jusqu'à détruire leurs maisons, jusqu'à les parquer dans des camps et jusqu'à les faire partir. Et donc mon alerte est celle-là. On ne peut pas avoir de tolérance pour cela. Si l'on a une tolérance pour ces idées-là, on a une tolérance pour le poison meurtrier des démocraties. Pour quelque chose qui peut être fatal pour les démocraties. Je vais vous en donner 2 exemples pour terminer, que je rappelle dans le livre historique pour nous faire vraiment peur. Mais l'histoire sert à ça, il n'y a d'histoire qu'au présent, pour nous permettre des lucidités. Comme vous le savez sans doute, comme vous l'avez sans doute appris, le laboratoire intellectuel de l'antisémitisme moderne ne fut pas l'Allemagne, ce fut la France. C'est l'Allemagne qui a produit la monstruosité finale avec le génocide, la Shoah, le génocide des Juifs d'Europe. Le meurtre de masse de gens parce qu'ils étaient nés juifs en l'occurrence, ou nés de tziganes. Mais c'est la France qui a inventé ça dans le contexte de la crise d'une république, sous une république, avec un publiciste, il s'appelait Édouard Drummond. Il était, comme M. Zemmour et d'autres, M. Houellebecq et plein d'autres que je cite, il était dans les salons parisiens. Il fréquentait même Zola, l'homme qui va s'engager dans l'affaire Dreyfus. Ils se croisaient. Et il publie La France juive, qui est la Bible de l'antisémitisme, avant le faux des protocoles de Sage de Sion. Alors évidemment, si vous aviez dit, Monsieur Drummond, quand même, vous vous rendez compte de ce que vous écrivez là? Mais vous savez, ça va amener à tuer des gens. Mais non, mon cher ami, de quoi parlez-vous? Je ne fais qu'exprimer mon opinion, un point de vue, vous pouvez le contester. D'ailleurs, mon journal s'appelle La Libre Parole. La liberté de dire, sous-titré néanmoins La France aux Français. Donc si vous aviez dit à M. Drummond, qui n'était pas un nazi, qui n'avait pas décidé d'être dans les Einsatzgruppen qui vont faire la Shoah par balle, tuer un à un, Babillard, c'est près de Kiev, 30 000 personnes en 3 jours, des diplômés de droit dirigeaient ces unités, des gens comme vous et moi, des gens qui avaient été à l'université, pas des brutes épaisses. Et donc, si vous disiez à ce monsieur, ça va créer ça dans 40 ans, il aurait dit, mais vous êtes fou, vous êtes fou. Et je vais vous donner un 2e exemple que je raconte dans le livre et qui est trop peu connu en France, alors que Hannah Arendt l'avait exhumé dans les origines du totalitarisme. En 1938, il y a les accords de Munich, ce lâche soulagement, où on accepte que le premier acte de l'Allemagne hitlérienne hors de ses frontières. Jusque-là, ce pouvoir était reconnu. Aucune rupture des relations diplomatiques. Ne jamais oublier, on en revient à la fragilité des démocraties, que le fascisme italien comme le nazisme allemand sont arrivés par les élections, par les fautes du camp démocratique, par ses aveuglements, par ses inconséquences. Puis après, ils ont brutalisé leur peuple, puis ils ont plus tard brutalisé le monde. Et donc en 1938, lâche soulagement, accord de Munich, une minorité de gens comprend que c'est une saloperie, mais les officiels sont bien contents. Dans la foulée, invitation officielle par la République française du ministre des Affaires étrangères du Reich nazi. Il s'appelait Ribbentrop, il va être pendu à Nuremberg. Procès, l'invention du crime contre l'humanité, l'invention juridique du crime contre l'humanité. Et donc, Ribbentrop est reçu en officiel en décembre 1938 par le ministre des Affaires étrangères français. Il s'appelait Georges Bonnet, j'ai oublié, un radical socialiste. Donc, vous pouvez commenter, ça veut dire qu'il est au centre, centre-droit, centre-gauche, bon, voilà. Bon, ce monsieur va voter plus tard les pleins pouvoirs à Pétain, il ne va rien faire de crapuleux sous l'occupation. Et puis après, il reprendra tranquillement sa carrière politique, il redeviendra député, élu de la nation, et il va mourir dans son lit tranquillement. Georges Bonnet fait d'abord un repas officiel pour M. Ribbentrop. Mais les Allemands ont une exigence quand même. Il y a 2 ministres juifs dans le gouvernement. Et ça ne plaît pas, ça.
Georges Mandel et Jean Zay. Et donc il demande que ces deux ministres ne soient pas présents. La République accepte. Elle accepte leurs conditions. Donc on s'habitue, on évacue, on s'habitue aux préjugés, on l'accepte. On l'accepte, oui, comme ça. Et puis a lieu l'entretien officiel. Et là, Bonnet dit je vous parle de ça en pensant à ce que je viens d'écrire sur Mayotte et ce qui se passe là. Et ce théâtre de la cruauté qu'on fait à 8000 km de chez nous, là. Et le Bonnet dit à Ribbentrop, je suis d'accord avec vous, il y en a trop. Alors il parle de ces migrations halogènes. En l'occurrence, c'était essentiellement l'immigration juive d'Europe centrale, pauvre, des shtetl, comme on disait, les communautés de Pologne qui arrivaient, qui allaient vers le pays des droits de l'homme, qui disaient liberté, égalité, carte d'identité, dans l'espoir de l'avoir, hein, qui étaient évidemment sans papier, qui étaient dans les solidarités populaires, etc. Ouais, vous êtes d'accord, il y en a trop, il y en a trop. Mais vous savez, dit Bonnet, on a une idée que je voudrais vous soumettre. Vous savez, nous sommes une grande puissance coloniale. Il revient, c'est la même région dont je vous parle. Et on a une grande île, là-bas, ça s'appelle Madagascar. Et c'est très peu peuplé. Alors peut-être qu'on pourrait les rassembler et les expulser là-bas. Eh bien, savez-vous quoi ? 1 an et demi après, quand l'Allemagne nazie a conquis la France et l'Europe, la première solution étudiée par l'Office du Reich, qui après va faire la solution finale, après Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique, la Shoah par balle, la Shoah industrielle, les camps de concentration et les chambres à gaz. Eh bien, la première solution étudiée, c'est cette expulsion de masse. Et vous savez comment ça s'appelait ? Le plan Madagascar. Ils vont étudier très sérieusement le plan Madagascar. Combien de bateaux ? Combien ça coûte ? Est-ce que c'est faisable et tout ? Puis ils vont finir par dire que c'est compliqué, que c'est loin. Et puis par ailleurs, après, ils vont passer à des méthodes plus expéditives, en sachant très bien que c'était un crime monstrueux, puisqu'ils décident de le cacher. C'est tout le sens de la conférence de Wannsee et de tout ce qu'ils ont organisé. Alors, je rappelle ça pour dire, oui, M. Bonnet n'était pas un nazi. Monsieur Drummond était un antisémite, mais il ne pensait pas à la monstruosité, la montagne de millions de meurtres que cela créerait. Celui qui accompagnait monsieur Drummond dans ses obsessions à l'époque est un écrivain qui, y compris, est fêté encore en France parce que c'est le centenaire de sa mort. Il s'appelait Maurice Barrès. C'est l'écrivain du nationalisme intégral. La terre et les morts. Il avait eu une phrase, que Dreyfus est coupable, je le déduis de sa race. Et néanmoins, on considère que c'est un grand écrivain. C'est comme dans le débat sur le féminisme, hein. Il faut dissocier l'acteur de l'homme, il faut dissocier l'artiste de l'homme. Bon, il faut faire le partage, etc. Et donc j'en viens à ce que ça dit, tout ça. Et c'est une alerte grave que je fais. J'aimerais vous faire des blagues, j'essaye un petit peu. Mais c'est une alerte grave parce que je pense vraiment, et je suis sidéré par l'état du débat public dans le pays où je vis, j'ai du mal à dire dans ces cas-là mon pays. Parce que j'en ai un peu honte. Et donc voilà, j'ai cheminé avec ce petit fantôme de Maurice Hollander pour nous dire ça, que les démocraties sont fragiles, que quand on s'accoutume, il n'y a que le premier pas qui coûte, on peut dévaler très très loin, très très bas. En s'habituant au bouc émissaire, on installe toujours un bouc émissaire principal. J'ai mentionné évidemment l'antisémitisme. Aujourd'hui, ce sont les musulmans de culture, de croyance, d'origine, d'histoire, qui sont le premier bouc émissaire. Mais comme toujours, c'est des poupées gigognes. Il y a tout le monde derrière. Et l'antisémitisme revient, et l'homophobie va avec, et la détestation du féminisme va avec, et ainsi de suite. Et quand je dis que c'est fragile, il faut avoir conscience de ce qu'on met en jeu dans tout ça. C'est quoi cet article premier dont je parlais tout à l'heure ? C'est aussi la proclamation qu'il y a un genre humain. Le titre de la revue de Maurice Hollander, qu'il y a un genre humain. Cette proclamation est une proclamation qui se dresse
Et je parle ici dans un pays qui abrite notamment les institutions de l'Union européenne, et je salue un parlementaire européen qui est dans la salle. Il y en a peut-être d'autres, mais celui-là, je le connais. Voilà. C'est la proclamation, et c'était l'idée de René Cassin. Il disait, il faut proclamer cette déclaration universelle des droits humains, parce qu'on ne peut pas faire confiance aux États et aux nations. La leçon du XXe siècle, c'est que les États et les nations peuvent être des États molochs qui sombrent dans des folies, et qui sombrent dans des folies avec des individus très rationnels, ce qui était tout le propos de Maurice Hollander. Qu'est-ce qui fait que des savants, que des diplômés, que des cultivés acceptent ça ? Comme on s'interrogera au Rwanda, qu'est-ce qui fait que des voisins ont pu accepter d'aller à coups de machette, en faisant une pause au déjeuner, tuer en quelques mois leurs voisins, leurs proches, une partie de leur famille, alors qu'ils fréquentaient la même église, alors qu'ils avaient le même jardin. Qu'est-ce qui fait ? Ça commence par des mots. Au Rwanda, vous le savez tous, ça a commencé, je le rappelle dans le livre, par une radio, qui a été la radio de masse du génocide, qui se revendiquait de la liberté d'expression quand elle dépose ses statuts, il y a 30 ans, en 1993, un an avant le génocide, Radio Mille Collines. C'est comme nos médias de masse qui propagent ces opinions aujourd'hui. Une radio très bien faite, émettant sur tout le pays du Rwanda, avec de la très bonne musique, notamment congolaise. Et puis des publicistes, à la Zemmour et autres, qui diffusaient ce poison. Et c'est ce poison qui fait que des gens normaux se sont retrouvés, quelques mois après, à tuer. Et à penser que leur voisin était un monstre, était un cafard, comme il disait, etc. Maurice Hollander a fait un jour ce qui était un scoop que j'ai publié dans Le Monde à l'époque où je le dirigeais. Il a été voir un savant des études littéraires, Hans Robert Joss, qui a étudié la réception des études littéraires, et il l'a traqué un an avant sa mort au bord du lac de Constance. Pourquoi ? Ce monsieur, très brillant et très reconnu et devenu converti aux idées démocratiques, avait été engagé volontaire dans la Waffen-SS. Il avait combattu jusqu'au dernier jour à Berlin. En ne croyant pas, jusqu'au dernier jour, pas la défaite, animé par tout ça, et avec les nazis et français de la division Charlemagne. Donc il a été le voir pour essayer d'obtenir ce qu'on n'a jamais obtenu d'un intellectuel nazi, ni de Heidegger, ni de Carl Schmitt, le juriste, ni de Heidegger, le philosophe. Pourquoi ? Jamais eu de mots de compte-rendu, d'excuses, de critiques, de retours critiques, comme il y a eu en revanche dans le monde communiste sur les crimes du communisme. Et donc le gars dit d'abord ouais, erreur de jeunesse, puis après il dit c'est l'indifférence à l'humanité. Il lui dit plus poliment, Maurice, mais ça ne me convient pas. Et il le traque. Et finalement, il l'obtient, et c'est dans le livre, à partir d'une phrase de Walter Benjamin, la catastrophe, c'est que tout continue comme avant. La catastrophe, c'est pas ce qui est à venir, c'est ce à quoi on s'habitue. Et c'est ce que Joss dit, c'est comment on s'est habitué, comment on s'habitue. Et du coup, ce qui semblait impensable, ce qui semblait monstrueux, devient possible et acceptable. C'est comment on s'habitue. Et donc, mon alerte, celle-là, c'est qu'on s'habitue un peu trop et qu'il faudrait se secouer. Au-delà du combat contre les extrêmes droites partisanes, je parle vraiment, et ça concerne notamment les milieux universitaires, les milieux du savoir, les milieux de l'enseignement, contre la banalisation de ces idéologies de l'inégalité naturelle. Pardon, j'ai été trop long pour ce propos introductif. Voilà. J'aimerais rebondir sur deux choses que vous avez dites. Premièrement, plutôt sur l'idée de la banalisation de l'extrême droite et de ses idées. Premièrement, on a vu dans l'actualité, pour pas le nommer, un certain militant des milieux environnementaux qui a été sur un plateau... Hugo Clément, vous pouvez le nommer.
Vous payerez le procès, pas moi. Donc qui a été sur Face à Valeurs Actuelles, débattre avec le président du Rassemblement National sur l'idée que, en fait, c'est pas très grave de débattre avec l'extrême droite si après, en fait, on fait des choses pour l'environnement. Et j'aimerais d'abord avoir votre avis sur cette question. Et j'enchaîne parce que je sens que si je vous lance, je vous lance. J'aimerais aussi vous demander, mais en fait, on voit l'extrême droite qui se revendique soit d'extrême droite, soit qui ne se revendique pas d'extrême droite, mais on la voit quand même. Comment on fait pour lutter contre les idées d'extrême droite qui sont de plus en plus présentes chez les partis traditionnels qui se veulent démocratiques ? Mais c'est bien de cela dont je parle, l'accoutumance. Il y a aujourd'hui dans le paysage français des gens qui se pensent de gauche, mais qui professent des idées d'extrême droite. D'ailleurs, Éric Zemmour venait de la gauche nationale républicaine française. Les gens du printemps républicain qui sont dans l'obsession islamophobe et dont nos dernières révélations sur le fonds Marianne payé par le ministère de l'Intérieur montrent l'influence sur des réseaux totalement sidérants. Quand même, nos dernières révélations d'hier, c'est que ces jeunes qui se réclamaient de la même mouvance de l'obsession anti-musulmane du printemps républicain ont été tagués une mosquée après l'assassinat de Samuel Paty. Une autre personne de ce même réseau a harcelé en ligne, tout ça ce sont des délits, Nicolas Hénin, ancien otage de l'État islamique, qui s'en prenait au fait que c'est pas parce qu'il y a eu un totalitarisme qui se réclamait de l'islam que ça donnait droit à lancer des appels à tuer des musulmans, à exterminer des musulmans, ce qu'il disait par rapport à l'extrême droite. Donc, cela libère quelque chose où se font des bascules comme celle-là. Pour moi, c'est une vieille histoire, y compris dans le débat intellectuel. J'ai accepté, c'est la seule confrontation que j'ai acceptée à cause du fait que c'était France Culture, accepter une confrontation, une invitation, confrontation, mais ça n'a pas du tout été un dialogue, évidemment, avec quelqu'un qui est concerné par le propos de ce livre, qui est Alain Finkielkraut, et qui a une émission très écoutée sur la radio publique française, et qui est, pour moi, profondément converti, sans le savoir, au racisme. Il ne sait plus reconnaître un antisémite, celui qui a écrit un superbe livre qui s'appelait « Le Juif imaginaire ». Et le premier antisémite qui ne sait pas reconnaître, c'est Renaud Camus, qui, avant de passer à l'obsession des musulmans, a d'abord trouvé qu'il y avait trop de juifs sur France Culture. Bon, tout ça est une vieille histoire que je remémore dans le livre parce que c'est une histoire dont j'ai été l'acteur. J'ai raconté ça il y a 30 ans, il y a 20 ans. Et je me suis déjà retrouvé plusieurs fois face à des personnes comme celle-là. Et j'ai assisté à ce basculement. Alors d'où vient ce basculement ? Et là, c'est aussi le cœur du propos qui rejoint l'idée du genre humain. Il passe toujours par le repli sur la nation. L'idée qu'on s'en sortira en étant entre nous. Que l'Europe, c'est trop compliqué et que ça nous emmerde. Et que ça nous pose des problèmes. Et puis que le monde, vraiment, c'est encore plus compliqué. Et du coup, on va être indifférent au monde. J'ai fait l'année dernière un livre de la Yougoslavie à l'Ukraine qui s'appelait « L'épreuve et la contre-épreuve », en rappelant combien nous payons aussi, et tous ces gens-là sont d'ailleurs dans ce même registre-là, d'indifférence au monde. D'indifférence au sort du peuple syrien. Si on avait un peu plus écouté et accueilli les Syriens, on aurait mieux compris ce qu'était le pouvoir de Poutine avant d'en prendre conscience sur l'invasion de l'Ukraine. Mais mieux encore, les mêmes se disent, bon, l'Ukraine, quand même, il faut condamner. Mais comme je le dis toujours dans mes interventions sur l'Ukraine, qu'est-ce qui est en jeu dans le cadre de l'Ukraine ? Le droit international. Un pays n'a pas le droit d'agresser un autre pays qui ne lui a pas déclaré la guerre, qui n'a jamais occupé une partie de son territoire et qui est dans une dynamique propre, une dynamique démocratique. C'est ce que s'appelle le droit international. On ne peut pas annexer des territoires. Eh bien, si on tient les deux bouts, on dit ça sur l'Ukraine, mais on doit le dire sur la Palestine. On ne peut pas défendre le droit international sur l'Ukraine et l'oublier sur la Palestine. Et de fait, la France, je parle de Mayotte,
Vous savez que la France a rapté Mayotte au moment de l'indépendance de l'archipel des Comores. Résolution des Nations Unies, résolution de l'Union africaine, c'est illégal en droit international. Et donc vous voyez bien qu'on est au cœur de cette idée, est-ce qu'on a le souci du monde ? Agis en ton lieu et pense aux autres et agis en ton lieu, disait Édouard Glissant. Donc le lien avec le monde. Et donc la crise de nos sociétés qui fait que ces idéologies progressent, et elles progressent sous toutes sortes d'atours qui ne sont pas simplement les atours partisans de l'extrême droite. Partout dans le monde aujourd'hui, il y a des pouvoirs qui s'appuient sur cette idée du repli national. Je termine en citant un livre qui est un peu le manifeste de ça, d'un intellectuel israélien qui s'appelle Yoam Hazony, qui théorise les vertus du nationalisme. C'est le retour au XVIIIe siècle. C'est l'idée qu'il n'y a qu'une légitimité, celle des nations. Il n'y a pas d'ordre supérieur. Il n'y a pas de droit humain supérieur. Donc, et si on dit il n'y a qu'une légitimité, celle de la nation est évidemment construite sur une identité qui est définie comme l'identité naturelle, légitime, à laquelle les minorités, les différences, les dissidences doivent se plier. Et donc, le cœur il faut dérouler toute la pelote. Il faut d'abord camper fermement le camp de l'égalité. C'est une frontière qu'on ne doit pas franchir. Ce qui me permet de répondre à la question du débat. La formule est en exergue. Elle est d'une très belle personne, Jean-Pierre Vernant, qui était un grand philosophe, historien, helléniste, professeur au Collège de France, et qui fut un très grand résistant, le chef de la résistance à Toulouse, compagnon de la Libération. Et au moment de l'appel à la vigilance qu'il a signé, il a eu une formule qui résume tout. Je suis accueillant, je suis hospitalier, je suis dans la tradition des Grecs et je suis prêt à goûter tous les mets, même les plus exotiques pour mon palais. Mais les Grecs considéraient qu'un banquet, ça avait des règles, on devait se tenir quand même. Un peu de tenue, comme la démocratie, ça doit se tenir, ça dépend de chacune et chacun d'entre nous, un peu de tenue. Et du coup, il disait, eh ben non, je ne suis pas prêt à accepter certaines personnes à ce banquet-là. Pourquoi ? Parce qu'on ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages. Je ne vais pas aller discuter de savoir si les femmes sont inférieures aux hommes avec Éric Zemmour, qui pense vraiment, et qui le dit et qui l'écrit, que les hommes ont un cerveau beaucoup plus puissant que les femmes et qu'ils ont le droit d'être des prédateurs sur les femmes. Je ne vais pas aller discuter de ceux, parce que cette extrême droite relaie les mêmes propagandes que Poutine, que l'extrême droite israélienne ou que les mollahs iraniens sur les homosexuels, sur le mariage pour tous, comme une perversion, comme une décadence, comme un Occident satanique. Non, l'infinie conquête des droits, de l'égalité, nous amènera en permanence à conquérir des droits. Et donc, premièrement, par principe, on ne va pas discuter de cette valeur fondatrice. Parce que dans ce cas-là, on cède. On dit ça, je ne discute pas de ça. Et on en revient au propos d'aller discuter écologie, environnement tranquillement en disant, tiens, l'extrême droite peut devenir écologique. Et là, il y a deux dimensions. Premièrement, si on parle des droits, la prise de conscience écologique, c'est de penser qu'il y a des droits du vivant, que nous, cette espèce très particulière qui a un gros cerveau, et c'est pour ça qu'on est des prématurés et qu'on ne gambade pas tout de suite comme des chevaux. Donc, par notre intelligence, par notre puissance, on est devenu très savant, homo sapiens, mais très fou, homo demens. Donc on détruit beaucoup, on domine beaucoup, on invente beaucoup et on détruit beaucoup, on crée beaucoup et on gâche beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on prend conscience ? C'est quoi le défi d'une politique écologique, d'une écologie politique ? C'est du lien avec le vivant, c'est de la relation, c'est de la fragilité, c'est le tremblement du monde, comme disait Édouard Glissant de façon poétique. Donc, le fait que dans cet lien d'égalité, il y a aussi une égalité à construire. Nous ne sommes pas une espèce qui a le droit de dominer l'ensemble du vivant de façon inconséquente. Donc la question de l'égalité des droits, elle fait corps avec la question écologique. Et donc si on est
de conviction écologique, on est du côté de l'égalité des droits. On ne peut pas être du côté de... Il y a des privilégiés par rapport à d'autres, par la naissance, par l'arbitraire de la naissance, par l'arbitraire de la couleur de peau, par l'arbitraire de l'origine, par l'arbitraire de la croyance, et ainsi de suite. Et là, du coup, j'en viens à autre chose qui est terrible dans l'acceptation de ce type de discussion. Naomi Klein, dans un de ses derniers livres, qui est une figure de la prise de conscience universelle des défis de l'écologie, avait signalé le danger d'un écofascisme. La prise de conscience par ceux qui sont du côté du manche, qui sont privilégiés, qui sont richissimes, eh bien, la prise de conscience que, oui, il y a un danger pour le tout vivant du monde. Oui, il y a un risque. Oui, on y est déjà. Ce n'est pas une affaire de quelques mois, de 2 ans, de 3 ans. On est déjà dans le dérèglement et la catastrophe climatique. Et donc, on va décider qui s'en sort. On va décider le tri, qui est jeté du bateau et qui est dans le bateau. On va décider qui a le droit de s'enrichir pour acheter des territoires qui ne seront jamais atteints par les eaux de la mer. On va décider comment on fait le tri dans une écologie des puissants, une écologie des riches. Et dans le refus de prendre conscience que ces désastres, bien sûr qu'ils nous concernent, ce qui est arrivé ici en Belgique avec les inondations à Liège, à Verviers, tout ça montre, comme ça arrive dans d'autres pays, nous l'a rappelé. Aucun territoire n'est à l'abri de ça. Mais quels sont les territoires les plus concernés ? Évidemment, comme l'a dit de manière provocatrice Michael Correa dans Mediapart, la catastrophe climatique est raciste. Elle concerne d'abord des personnes qui sont celles qui sont victimes, chez nous, du préjugé, de la discrimination, dans leur pays, dans leur territoire. Et puis par ailleurs, au cœur de la catastrophe climatique, il y a évidemment la question du droit de se déplacer. La naissance, c'est un hasard. Il y a un hasard malheureux de la naissance, parfois, indépendamment de l'envie dont on profite quand on fait Erasmus, quand on est du bon côté du Manche, quand on peut voyager, quand on est touriste, on a envie de découvrir. C'est pas la misère du monde, contrairement à la phrase prêtée à Michel Rocard qui frappe à notre porte. C'est la jeunesse du monde. Quand on voit tous ces jeunes qui ont traversé toutes sortes de choses terribles et qui viennent, ils veulent aussi échapper au hasard malheureux de la naissance, mais aussi découvrir d'autres mondes, d'autres paysages, d'autres horizons, d'autres aventures, d'autres rêves, comme nous, tous. C'est un droit, le droit de se déplacer, de bouger. Et donc, voilà, donc ce qu'a fait Hugo Clément, c'est de permettre à l'extrême droite politique de se verdir. Et j'ai été, vous savez, aujourd'hui, le rapport de force est inversé. Vous savez qui m'a invité dès que ce livre est sorti ? J'étais invité à cette soirée de Valeurs Actuelles. Très gentiment, très poliment, pour débattre devant, m'ont-ils dit, devant un public de réac, mais qui seront polis. Voilà. Oui, bon, j'ai dit que j'avais autre chose à faire, mais voilà. Mais comment dire, je ne m'en prends pas aux personnes là. Ce que je veux dire, c'est il faut qu'on tienne la ligne. Après, chacun, il y aura toujours, ce que je dis au début du livre, il y aura toujours le racisme du café du commerce, il y aura toujours des libelles un peu esthétiques, professant de manière provocante ces opinions-là et tout. La question, c'est la responsabilité du débat public, la responsabilité qui est la nôtre du débat public. De ne pas laisser s'ébattre tout cela, de ne pas laisser dire tout cela. Et vous voyez, et de ce point de vue, je le redis, l'origine protège de rien. Il faut bien avoir conscience de ça, c'est que c'est une vigilance. Il n'y a pas de pays qui soit propriétaire de l'universel, pas de culture qui soit propriétaire des droits. Et regardez ce vice-président, premier vice-président du territoire de Mayotte, ce 101e département français, qui hier a appelé à tuer sur le service public. C'est un élu centriste, plutôt proche de la droite et soutien de la majorité présidentielle française. Puis il a dit, oui, bon, quand même, non, c'est pas possible, il faut les tuer.
Il faut les tuer. Et il dit, il a dit, il n'a pas dit je me modère et je me retiens, ou presque ça. En disant, ces jeunes, les jeunes, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de misère, c'est le département le plus pauvre de France, du territoire supposé de la République française, pas géographique. Et donc, il y a beaucoup de violence. Et donc, évidemment, ils se révoltent puisqu'on veut les expulser, ils ont des machettes et tout, c'est dangereux, il y a de la délinquance, il y a la pauvreté, mais qui traverse tout le monde. Et du coup, il faut les tuer. Il faut les tuer. Et il dit, d'ailleurs, il faut en tuer un avant qu'il ne tue un policier. Il faut les tuer. Mais rappelez-vous, en pleine campagne présidentielle française, la chaîne a eu une amende pour ça. Avant la campagne, avant qu'il soit candidat officiel, Éric Zemmour avait une chaîne de télévision à lui, CNews, de ce milliardaire breton. Je suis breton, d'outre-mer. L'origine protège de rien. Bolloré. Voilà. De ce milliardaire breton. Et il avait cette émission présidée par une journaliste basculée du côté obscur de la force, qui est de mon pays de cœur, de jeunesse, avant l'Algérie, qui est les Antilles. Salut à Harry Belafonte, qui est mort aujourd'hui. Si vous ne le connaissez pas, allez écouter Harry Belafonte. Bon, je ne vais pas chanter mieux que lui, mais c'est l'homme de la... Voilà, enfin, je dis ça juste parce que ça m'a ému, j'écoutais ça dans le train. Bon, je reviens sur... Et il y a cette scène terrible où, à propos d'un fait divers, évidemment, ils mettent en exergue tout ça, et Zemmour lui dit, mais il faut tous les chasser. Donc il parle de la partie de notre peuple qui est venue de notre diversité, qui n'a pas la même couleur de peau, la même culture, la même religion. Il faut tous. Ils sont tous des voyous, sont tous des voleurs, sont tous des délinquants. Et vous avez cette Christine Kelly qui dit « Pas tous, Éric. » « Si, Christine, tous !» Voyez bien l'essentialisation, l'habitude à dire ces mots-là. Alors qu'au café du commerce, il y ait quelqu'un qui dise cette bêtise-là après 3 verres de trop et qu'on aille lui taper sur l'épaule, arrête de dire tes conneries, c'est une chose. Mais qu'on le dise dans l'espace public comme ça, qu'on l'admette, que la personne ait des tribunes, qu'elle soit réinvitée sur le service public, récemment encore, pour parler du grand remplacement, et habituée à ces idées-là. Et donc, voilà. On le sait, enfin on le voit en tout cas, l'extrême droite, elle s'épanouit et elle fleurit quand on est en période de crise politique, en période de crise économique, où on commence à parfois chercher vers qui retourner sa colère. Et vous dites une phrase dans votre livre qui est, je trouve, très bien trouvée, « Il n'est pas de liberté individuelle sans droit collectif ». Donc je voulais vous poser la question de quelle est la nécessité de dire, en fait, c'est dans cette période où l'extrême droite monte qu'on a besoin de reconquérir des droits, comme en France, le droit à la retraite, le droit à des droits à la sécurité sociale, etc. Mais tout ce paysage, c'est de remettre en cause ces droits. Vous savez, quand on dit les démocraties, c'est fragile, il faut bien se dire quand même qu'il a fallu la catastrophe européenne, 2 guerres mondiales, 30 ans de guerre civile européenne, des montagnes de crimes, et qui était un retour à l'envoyeur de l'autorisation de commettre des crimes dans la colonisation. Le Troisième Reich, c'est un empire colonial, et avec la soumission de populations tenues inférieures, jusqu'à les faire disparaître pour certaines. Il a fallu la catastrophe européenne pour qu'on proclame qu'il y a des genres humains, qu'il y a un genre humain. Il a fallu la catastrophe européenne pour qu'on proclame qu'il y a un crime contre l'humanité et qu'il est imprescriptible. Ça veut donc dire que nous tous, on doit se souvenir de ça. C'est pas de la repentance, comme ils essayent de nous dire. C'est pas de dire, allez, nous bassinez pas avec Hitler, comme je l'explique dans le livre. En fait, leur réduction ad Hitlerum, comme ils disent. Ne nous racontez pas cette vieille histoire, la repentance. Hitler est mort, le nazisme est mort.
En fait, il nous dit ça pour pouvoir continuer à parler et à penser comme Hitler en faisant comme s'il n'avait pas existé. Je cite une phrase terrible dans le livre à un moment, de quelqu'un qui dit notre projet politique rejette l'individualisme libéral, la notion d'individu du libéralisme, et la notion d'humanité du marxisme. Notre projet politique repose sur la notion de peuple, un peuple défini par son sang et par sa terre. La légitimité biologique, de lignée, et sa terre, l'enracinement. Et cette personne dit, ce sont des mots simples, mais leurs conséquences, j'oublie à chaque fois l'adjectif qu'il emploie, c'est leurs conséquences, je crois que je peux le retrouver là, leurs conséquences, si j'y arrive, attendez, je crois que je l'ai noté là, noté quelque part. Non, c'est pas là, je vais essayer de les retrouver. J'en profite en attendant. Des mots simples, mais leurs conséquences sont genre incalculables, genre voilà, sont démentielles, quoi. C'est-à-dire, ce sont des mots simples, mais leurs conséquences sont conséquences de cette proclamation. Cette petite phrase qui renvoie à toutes sortes de logiques identitaires d'aujourd'hui, encore présentes, rejet de la notion d'individu, rejet de la notion d'humanité, le groupe, la masse, l'identité qui s'impose à toi, qui s'impose à ta liberté, et qui rejette l'idée qu'il y ait des droits fondamentaux. Eh bien, cette phrase, elle est de Hitler dans Mein Kampf. Quand il l'écrit dans les années 20, il ne sait pas que sa phrase qui prédit les conséquences effroyables ou démentielles, ou je ne sais pas comment il l'écrit, etc., va avoir lieu. C'est ça qu'il dit. Et donc, on a eu cette prise de conscience. En France, ça se traduit par le Conseil national de la résistance. Dans tous nos pays, ça se traduit par la notion d'État social, d'État démocratique et sociaux, avec des tensions, parce que ça bouscule des privilèges, ça bouscule des situations acquises. Mais il y a cette idée que, voilà, nos pays, nos démocraties, la République, dans le cas de la France, doivent avoir des adjectifs. Par exemple, la République française, elle n'est démocratique et sociale que depuis 1945. Avant, elle n'avait pas d'adjectif. Elle était figée, immobile, donc elle pouvait être raciste, elle pouvait être antisémite, elle pouvait être... Voilà. Non, elle a des adjectifs, démocratique, social. Il y a des droits, en effet, à conquérir. Il y a le droit d'avoir des droits, de défendre des droits, de conquérir des droits, et de respecter la fragilité d'une démocratie. Vous parlez des retraites. Au-delà de l'injustice de cette réforme qui est inutile, le scandale, c'est le non-respect de la fragilité de la démocratie, la violation de la fragilité de la démocratie par le pouvoir exécutif, par Emmanuel Macron, qui exactement montre, il va jusqu'au bout de la potentialité autoritaire de la Ve République. L'extrême droite arrive au pouvoir demain, elle n'a rien à changer. Emmanuel Macron lui a montré jusqu'où on peut aller. Il ne manque plus que l'article 16, c'est-à-dire les pouvoirs spéciaux qui annulent tous les autres pouvoirs, le pouvoir législatif, etc. Mais il s'est déjà essuyé sur le pouvoir législatif. Il a déjà ignoré l'indépendance de la justice. Il a déjà méprisé l'indépendance de la presse. Et donc, nous sommes dans ce moment, et ce n'est pas propre seulement à la France, où cet intermède d'un gros demi-siècle, 70 ans, mais la tendance a commencé il y a déjà une vingtaine, trentaine d'années, de remettre en cause cela, de revenir à ce que beaucoup d'intellectuels ont documenté, c'est-à-dire à une vision d'un libéralisme économique autoritaire. La démocratie, c'est un embarras. Ça nous empêche de nous enrichir, ça nous empêche de dominer, ça nous empêche de jouir de ce qu'on veut, de notre domination. La pédagogie, par exemple, dans le discours d'Emmanuel Macron, des premiers de cordée, la pédagogie, dans une gare, on croise des gens, etc., et des gens qui sont rien. La pédagogie qui dit « moi, pour vous trouver un boulot, je traverse la rue ». Cette pédagogie de virulence, c'est ce qu'on appelle intellectuellement le darwinisme social. Les écologistes nous le rappelleront, c'est une trahison de la pensée de Darwin, du grand naturaliste. Darwin, ce qu'il a expliqué, et une des personnes
qu'il a défendu, qu'il a montré aussi, a fini sa vie ici même. Je parle d'Élisée Reclus, le grand géographe libertaire. Cette idée que, en fait, la loi de la nature, non, c'est pas uniquement la sélection. C'est pas la plante la plus forte écraser les autres ou l'espèce la plus forte écraser les autres. C'est l'entraide. Ce qu'un autre libertaire, Kropotkin, qui était naturaliste lui-même, qui était d'origine russe, va écrire dans un livre en 1905, l'entraide. Les plantes ont besoin des plantes. Les biologistes, les naturalistes, tout le monde le sait aujourd'hui, voit comment une plante peut s'appuyer sur une autre plante. Il n'y a pas, voilà, elle a besoin de l'humus, elle a besoin. Donc, il n'y a pas de loi univoque de la sélection. Le darwinisme social est une idéologie humaine qui s'appuie sur cette naturalisation comme une loi de nature pour dire il y a les plus forts ont raison, les plus habiles ont raison, les plus diplômés ont raison, les plus bien nés ont raison, et ainsi de suite. C'est une idéologie, le darwinisme social, cette idéologie de conquête, cette idéologie de compétition, cette idéologie de lutte, ravivée par la révolution économique, industrielle que nous vivons avec le numérique, qui ne fait pas barrière à l'imaginaire d'extrême droite. Elle ne propose pas un imaginaire supérieur. D'où ce qui est ma réponse à votre question. Comment on combat l'extrême droite? En ayant un imaginaire supérieur, en opposant un imaginaire supérieur. Et pour moi, cet imaginaire supérieur, c'est l'imaginaire de l'égalité des droits, ce qui veut dire l'imaginaire d'un monde commun, d'un genre humain. Et c'est en défendant cet imaginaire-là qu'on construira un rapport de force dans la société qui permet de faire refluer ce qui naturellement naît dans des périodes de transition, dans des périodes de crise comme celles que nous vivons. Mais il n'y a aucune fatalité à ça. Comme vous avez dit tout à l'heure, ça crée et voilà, les gens se tournent vers ça. Non, ils se tournent vers ça parce que les camps politiques de la droite démocratique ou de la gauche démocratique et sociale qui devraient tenir la digue, qui devraient tenir la barrière, ne la tiennent pas. En France, ça a commencé il y a 40 ans par un Premier ministre, il est aujourd'hui président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, il était socialiste, qui a dit un jour, face à l'extrême droite qui renaissait électoralement, le Front National, aujourd'hui Rassemblement National, pose de bonnes questions, mais il apporte de mauvaises réponses. Donc il se mettait sur son terrain. Et ça fait 40 ans en France, j'ai calculé, on a fait à peu près, en 40 ans, 30 lois sur l'immigration. Et une nouvelle est annoncée, là. Une nouvelle est annoncée. Ça a résolu les problèmes du chômage, ça a résolu le problème de l'habitat, ça a résolu les questions du vivre ensemble. Non, évidemment, ça a permis de faire diversion. Donc j'en reviens à ce que je disais sur le fascisme italien ou le nazisme allemand. Tout ça arrive politiquement où la catastrophe peut devenir définitive si le camp qui devrait faire barrière ne fait pas barrière. Le drame de la gauche française, c'est la catastrophe du quinquennat Hollande où la gauche française a dévalé tout l'escalier inverse jusqu'à la déchéance de nationalité, jusqu'à Manuel Valls. Il était là aussi à valeur actuelle pour dire « Oui, vous avez raison, nous avons une crise civilisationnelle », a-t-il dit. Une crise civilisationnelle. Ce sont les mots de Poutine. Nous sommes dans une crise civilisationnelle. C'est un enjeu vital de civilisation, dit Poutine. Et c'est une guerre de civilisation que nous devons mener contre un Occident décadent, qui est l'Occident de l'égalité des droits, puisque lui, il est d'extrême droite. Il est d'extrême droite, lui aussi. Et d'ailleurs, le seul parti français qui a bénéficié directement de son argent, qui a été plusieurs fois reçu par Poutine, qui a des liens avec les idéologues du régime poutinien, est l'extrême droite politique française. Et donc ma réponse, c'est celle-là. C'est à ne pas tenir la digue que l'extrême droite monte. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en France et qui continue à se passer. Et c'est pour ça que je suis, contrairement à ce que peut vous donner le sentiment que peut vous donner la gravité de l'alarme, je suis optimiste que de ce pessimisme vital qui est évoqué à la fin du livre et dont parlait Maurice Hollander. Comment dire ?
dans d'autres livres, j'ai rappelé et popularisé une phrase qui depuis a fait son chemin de cet intellectuel antifasciste, socialiste puis communiste italien, Antonio Gramsci, qui est mort dans les geôles du fascisme italien, et qui avait dit dans les années 30, la crise, ces moments de transition, c'est quand un vieux monde est en train de mourir, mais il ne veut pas mourir, il est condamné. Ce monde de l'accumulation, de la spéculation, de la richesse à tout prix, à courte vue, ce monde des fortunes incommensurables et tout, est un monde fini. C'est un monde qui n'a pas d'avenir. Il ne s'occupe pas du bien commun, y compris il va disparaître lui aussi. Mais eux, ils veulent, tant qu'ils ne sont pas morts, ils veulent en profiter. Mais ils sont condamnés. Mais ils ne veulent pas disparaître. Et donc, du coup, ils sont de plus en plus méchants. Et de l'autre côté, dit Gramsci, il y a un nouveau monde, vous en êtes, qui est là et qui s'exprime. Il n'arrête pas de s'exprimer. Mais c'est des jeunes pousses. Il n'arrive pas à s'imposer, il ne trouve pas sa traduction politique, il ne trouve pas son expression étatique. Il n'y arrive pas encore, tout à fait, mais il est là. Il nourrit le débat. Alors, ça, c'est la phrase classique qu'on citait de Gramsci. La crise, c'est un vieux monde qui meurt et un nouveau monde qui tarde à naître. L'important, c'est le membre de phrase suivante. Et dans cet entre-deux surgissent des phénomènes morbides les plus variés. Dans cet intervalle, dans cette attente de la fin du vieux monde et de l'émergence du nouveau monde, surgissent, qu'une autre traduction plus poétique a exprimé, surgissent des monstres, des monstruosités politiques. Nous les avons sous les yeux. Nous les avons entre ce dont nous débattons, y compris autour de ce que nous représente le pouvoir russe, de ce président tunisien qui trahit la promesse des printemps arabes avec le pays qui en fut à l'origine, hein, et qui lui-même, contre les populations d'Afrique subsaharienne, parle de grands remplacements, et donc assume un racisme contre d'autres Africains. Et donc, nous sommes dans cette période monstrueuse où je prends un autre exemple, où la population israélienne prend conscience qu'à force d'avoir ignoré les Palestiniens et accepté le sort des Palestiniens, tout d'un coup, il y a une monstruosité qui arrive, et arrive au pouvoir une extrême droite raciste, suprémaciste juive. Il y a des suprémacistes blancs, il y a des suprémacistes de tous ordres, et qui est homophobe aussi. Tel Aviv est une ville gay-friendly, et aujourd'hui, il y a un pouvoir qui veut aussi s'en prendre aux droits des gays. Et donc, tout d'un coup, ils prennent conscience de ça. Et du coup, ils prennent conscience que ce pouvoir peut s'en prendre à la justice, peut s'en prendre à la presse, peut s'en prendre, etc. Mais ils en prennent conscience trop tard, parce qu'en ne s'occupant pas de l'autre, et donc le message aussi de ce livre, c'est de se dire que la meilleure façon de résister à l'extrême droite, c'est d'abord de s'occuper des autres. C'est d'abord d'aller vers les autres. C'est de ne pas s'enfermer en soi-même. C'est ce que Édouard Glissant appelait l'identité-relation. Nous avons tous une histoire propre, mais il n'y a d'identité que de relation. C'est en allant vers l'autre que je me découvre moi-même comme faisant partie du genre humain. Je change, échangeant avec l'autre, sans me perdre ni me dénaturer pour autant, disait-il. Et donc, nous sommes dans... Pour moi, c'est ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a beaucoup de chagrins politiques qui sont légués à vos générations par ma génération. Beaucoup d'échecs, beaucoup d'impostures, beaucoup de corruption. Mais il n'y a aucune raison que vous soyez embarrassés par tout ça. Parce que cette époque qui nous met à l'épreuve, elle rajeunit tous nos idéaux. Elle les libère de tout un fatras d'ismes, de théories, d'autoritarisme politique, d'avant-gardisme qui prétendait savoir mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. On a rendez-vous avec l'essentiel. On a rendez-vous avec l'égalité. On a rendez-vous avec les causes communes de l'égalité. On a rendez-vous avec... les droits humains, on a rendez-vous avec la conscience du genre humain. Donc c'est une belle bataille et on la gagnera.
parce que ce monde est perdu. Est-ce qu'on peut prendre peut-être 2-3 questions du public ? Alors, bonjour Monsieur Plenel, merci pour cette présentation, cette rencontre et merci d'être venu jusqu'à l'ULB. Alors, j'avais une question à vous poser sur l'introduction que vous avez faite. Vous nous avez présenté d'abord la montée de l'extrême droite en France dans les années 30, puis ensuite vous avez parlé du cas du Rwanda dans les années 90. Donc là, on a affaire à la montée de l'extrême droite dans deux situations géographiques très différentes et deux périodes historiques très différentes. Ne pensez-vous pas que la montée de l'extrême droite partout dans le monde est causée par la nature humaine? Et en cela, est-ce que les espoirs d'éradiquer l'extrême droite à tout jamais sont vains? Merci. Comme j'ai parlé beaucoup, on va prendre plusieurs comme ça, voilà, pour laisser un peu le public. Bonsoir. Donc je vois que le titre de la conférence c'est « Ne laissons pas une chance à l'extrême droite ». Vous en avez un peu parlé de Poutine, mais qui est quelqu'un d'extrême droite à l'offensive. Et donc j'aurais voulu vous entendre un peu plus là-dessus et sur votre analyse de la situation par rapport à la guerre en Ukraine. Merci. Bonsoir. Vous parlez des questions d'extrême droite et de comment les marginalités en général ils sont exposées. Est-ce que, évidemment, on ne peut jamais être exhaustif, donc je ne vous reprocherai pas de ne pas l'avoir été, évidemment. Par contre, j'aurais bien aimé l'évocation peut-être de ce qui aujourd'hui commence à être qualifié au niveau international, en tout cas de l'ONU, de génocide trans aux États-Unis. J'ai dit, j'aurais aimé vous entendre sur ce qui commence à être qualifié à l'ONU depuis un certain nombre de mois de génocide trans aux États-Unis au niveau des législations des différents États. Moi j'aimerais... Ouais, ça va moi j'aimerais poser une question sur le fait que vous avez parlé des idées d'extrême droite, de leur diffusion de plus en plus large dans le débat public. Vous avez montré comment elles fragilisent la démocratie. Donc la question que je me pose, c'est comment combattre ces idées, comment avoir la force de pouvoir réellement combattre l'extrême droite. Et plus précisément, je me demande quel serait le rôle des organisations politiques d'extrême gauche. Donc vous avez commencé votre carrière comme journaliste proche de la Ligue communiste révolutionnaire et de la 4e internationale. Donc quel serait aujourd'hui le rôle de ce type d'organisation pour lutter contre l'extrême droite? Voilà. Bonjour et tout d'abord merci. En fait, ça fait un petit peu le lien avec la question qui arrive. Vous avez parlé de la radicalité démocratique. J'aimerais savoir si vous pouviez expliquer un petit peu cette idée. Merci. Bonjour Monsieur Plenel et merci pour la conférence, c'était vraiment très inspirant, très intéressant. J'avais juste une petite question par rapport au contexte franco-français de la lutte face à l'extrême droite. Je voulais savoir si le fait que Mediapart publie régulièrement des articles à charge contre le Parti communiste français et son secrétaire national risquait pas justement de peser contre le combat contre l'extrême droite. J'anticipe la réponse que le Parti communiste reprend un vocabulaire d'extrême droite, mais je trouve que ce serait une critique assez légitime et facile, dans le sens où ils font un travail de terrain très fort contre l'extrême droite, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, où les députés Jean-Marc Tellier et Fabien Roussel ont été réélus au deuxième tour contre le Rassemblement national, avec des très bonnes campagnes et très dynamiques sur justement le retour du détournement de la colère
sur des thématiques sociales et aussi, par exemple, pour une campagne qui est très actuelle, le fait de vouloir faire entrer, par exemple, le grand résistant Manoukian au Panthéon, qui est un symbole quand même justement de l'égalité du genre humain. C'est la dernière qui est là. Bonjour Monsieur Plenel. En début de conférence, vous expliquiez que cet appel que vous lancez, c'est quelque chose que vous identifiez avec votre ami, je n'ai plus son nom, désolé, il y a 30 ans donc. Et je voulais vous demander comment est-ce que vous voyez la trajectoire que finalement cette banalisation de l'extrême droite a pris en 30 ans et finalement la direction que ça prend aujourd'hui. Comment est-ce que votre point de vue finalement a évolué par rapport à ce qu'on constate dans les faits, quoi. Voilà, merci. C'est bon ? C'est bon. Bon, je vais essayer de rien nous... Enfin, j'ai pris une liste. Bon. Non, je ne crois pas que ce soit la nature humaine. Je ne pense pas que les êtres humains naissent certains racistes, certains violents et d'autres non. Non, je pense que justement, c'est un processus qui, l'humanité, homo sapiens, homo demens, comme je disais, c'est un processus qui est produit politiquement, qui est produit idéologiquement. Justement, contexte historique différent, contexte géographique et géopolitique différent. Rwanda, Europe. L'idéologie meurtrière au Rwanda. Et je le développe dans le livre car c'était le terrain de recherche de Maurice Hollander. L'idéologie meurtrière, Hutu-Tutsi. Cette fabrication fantasmée qu'il y a des vrais Africains, Hutus, et Hutu Power, légitime, et des faux Africains, masqués, infiltrés, Tutsi. Cette idéologie, elle n'est pas africaine. Nous sommes liés à cette idéologie. Elle a à voir, on le sait bien, puisque le débat a été largement mené ici en Belgique, elle a à voir évidemment avec la période coloniale, mais bien plus que ça. Elle a à voir avec une idéologie qui a été acceptée par toutes les élites européennes au XIXe siècle. Vous en avez entendu parler. Et il y a encore des gens pour penser que ça existe. Ariens et Sémites. Ce couple, avec des savants qui disaient, à partir de la langue, il y a une histoire indo-européenne, et il y a les Ariens qui en sont les héritiers, et les Sémites qui en sont l'opposé. Ce savoir était partagé, pour prendre la République française, jusque dans les couloirs savants de la République. Ernest Renan, professeur au Collège de France des langues hébraïques, professait cette distinction. C'est un fantasme. Maurice Hollander a fait un livre très savant, traduit dans toutes sortes de langues, qui s'appelle « Les langues du paradis », pour montrer cela. C'est un fantasme. C'est une construction savante. Les savants ont une responsabilité de comment la folie vienne aux hommes. De manière biographique et très sensible, Maurice Hollander racontait ça. Maurice Hollander, il est né sur un tas de cendres, qui étaient les survivants du génocide à Anvers. On parlait yiddish, flamand et français dans la famille. Famille modeste. Et il n'en a pas fait une souffrance qui lui donnerait des droits. Il en a fait au contraire un devoir en disant d'ailleurs on avait la survivance joyeuse, solidaire, etc. Mais, disait-il, j'ai lu très très tard. Et jusqu'à aujourd'hui, disait-il, je lis très lentement, parce que je me méfie des gens sérieux. Parce que les lois, les textes, ce qui nous est arrivé, a été fait par des gens très sérieux. Exécuté parfois par des brutes, mais fait par des gens très sérieux. Des diplômés de droit, des intellectuels, on fait les textes, on fait les lois raciales, on fait tout ça. On professait tous ces mots, tous ces fantasmes. On mit ça dans la tête des gens, on banalisait ça, on donnait une légitimité à ça. Et donc, disait-il,
D'abord, je me suis méfié des gens très sérieux. Et du coup, j'ai d'abord commencé par apprendre mon métier d'homme. Il a passé son bac qu'à 22 ans et il a d'abord été cliveur de diamants, en faisant du théâtre, en faisant etc. Voilà, il a d'abord commencé comme ça. Et donc, ce qu'il nous raconte, pour revenir au Rwanda, c'est que ce couple Hutu-Tutsi, c'est un double du couple arien-sémite. Parce que du côté, on tombe côté arien, on survit, on tombe du côté sémite, on est stigmatisé, on peut ne pas survivre. Donc la vraie question qu'il faut affronter, ce n'est pas l'idée d'une nature humaine. Oui, l'homme n'est pas bon en soi, je ne le pense pas comme ça, mais la question c'est comment les sociétés humaines font que ce ne soit pas un état de sauvagerie. Et les sociétés humaines n'ont pas commencé comme un état de sauvagerie. Elles ont d'abord compris dans leur histoire, dans la façon de se sédentariser, elles ont d'abord appris à vivre ensemble. Et donc, la question, toute l'histoire de l'humanité, c'est la construction de ces règles-là, y compris aujourd'hui supranationales, et c'est une conquête, je le redis, fragile. Et y compris anthropologique, c'est la question des droits des femmes, qui mettent en cause des millénaires de domination masculine. Notre cerveau reptilien, là, il y a une vieille habitude qu'il a prise, y compris le MeToo d'aujourd'hui, va au-delà du premier féminisme sur la conquête de droits élémentaires que je rappelais tout à l'heure, sur comment nous, on se comporte, comment nous, inconsciemment, on se comporte. Et donc, c'est une très longue marche. Ce qui se passe avec la révolution iranienne est de ce point de vue formidable, bien sûr, sont des femmes qui disent on ne va pas m'imposer quelque chose, mais elles le font au nom, non pas de l'idée qu'on ne devrait pas, d'une idéologie, et certaines qui ont voulu plaquer une idéologie en disant elles refusent le voile, non, elles refusent l'imposition. Et parmi celles qui les soutiennent, il y en a certaines qui portent le voile, au point même que dans les solidarités des hommes, puisque ça a ébranlé toute la société, des hommes viennent en tchador à l'université, par dérision, dans ce mouvement. Et donc, ce que je veux dire, c'est que nous avons construit ça. Nous avons construit justement cette fragilité, qui est le respect, la relation, la démocratie comme un écosystème, comme quelque chose qui suppose qu'en effet, certaines idées ne peuvent pas s'ébattre dans l'espace public, comme le loup dans la bergerie qui va manger, ou dans le poulailler qui va manger toutes les poules ou tous les moutons. Et donc, cette question de la responsabilité du débat public, des médias, des intellectuels est essentielle. Et c'est vraiment cela que je pointe. Et de ce point de vue, le Rwanda, c'est une allusion au système médiatique français aujourd'hui qui autorise des chaînes d'opinion, ce qui ne devrait pas être le cas. On ne peut pas avoir des chaînes hertziennes, c'est un bien public, une radio et une télévision en accès libre. Je ne vais pas acheter un journal, je ne vais pas payer un abonnement, je branche ma radio ou ma télévision et je tombe sur ce type d'horreur dans des débats télévisuels sur ces chaînes qui ont eu l'autorisation de gérer ces chaînes. Mais elles ont eu l'autorisation par une autorité de régulation qui ne fait pas respecter ces textes. Car dans le contrat qu'elles ont signé, il y a le bloc de constitutionnalité, il y a l'égalité des droits. Et donc, à force de le violer, elles devraient ne plus exister. Ça ne devrait pas être possible. Et d'ailleurs, de fait, dans le débat médiatique belge, cette possibilité n'existe pas. Dans le débat médiatique allemand, cette possibilité n'existe pas. La démocratie allemande, de ce point de vue, a dans sa loi fondamentale des valeurs de défense de la démocratie très importantes. Très importantes. Derrière, il y a un intellectuel, je vais oublier de vous citer ça, qui a ensuite vécu en Grande-Bretagne, qui est Karl Popper. Et Karl Popper, il disait ceci. Karl Popper, dans justement la fragilité des démocraties, c'est dans son livre « La société ouverte », la fragilité. Il parlait du paradoxe de la tolérance. Une tolérance illimitée a pour conséquence fatale la disparition de la tolérance. Une tolérance illimitée a pour conséquence fatale la disparition de la tolérance. Si l'on est d'une tolérance absolue, même envers les intolérants, et qu'on ne défende pas la société tolérante contre leurs assauts,
Les tolérants seront anéantis, et avec eux la tolérance. Je ne veux pas dire par là qu'il faille toujours empêcher l'expression de théories intolérantes. Tant qu'il est possible de les contrer par des arguments logiques ou de les contenir avec l'aide de l'opinion publique, on aurait tort de les interdire. Mais il faut revendiquer le droit de le faire, même par la force si cela devient nécessaire, car il se peut fort bien que les tenants de ces théories se refusent à toute discussion logique et ne répondent aux arguments que par la violence. Ça concerne notre climat, où il y a les théories complotistes, le refus de toute rationalité du débat et de ses virulences. Donc, quand ces maladies idéologiques arrivent aux humains, ce n'est pas parce que la nature humaine serait fragile, c'est parce qu'on a laissé ce climat s'installer. Et en ce sens, le Rwanda ne nous est pas étranger. Pas plus, entre guillemets, que ce qui s'est passé, pas entre guillemets, je ne sais pas pourquoi je dis entre guillemets, pas plus que ce qui s'est passé dans la même période des années 90 en Yougoslavie. Il y a eu un crime contre l'humanité à Srebrenica, un crime génocidaire. 8000 musulmans, hommes et jeunes hommes, ont été tués en quelques jours, et l'ONU n'est pas intervenue, et elle était là. Et ils ont été tués parce que musulmans, dans la folie nationaliste, identitaire, grand serbe de ce moment-là. Il y avait d'autres folies nationalistes, identitaires qui pouvaient exister, mais c'est celle-là qui a tué, en l'occurrence. Et ce sont des braises encore fumantes par rapport à ce qui se joue au Kosovo, dans la relation avec la Serbie. Et donc, la mise en garde, c'est comment nous... Et c'est pour ça que je viens de ce pays aujourd'hui où j'ai le sentiment d'un débat public qui manque sacrément de tenue, qui manque sacrément de responsabilité par rapport à tout ça. Ensuite, l'Ukraine. Alors, j'ai écrit un autre livre l'année dernière, dans la foulée, comme ce livre-là, des prises de position de Mediapart, qui est tout simple. Pour moi, il y a une réalité qu'il faut regarder en face, c'est un nouvel impérialisme, qui est l'enfant monstrueux du tsarisme grand russe, du totalitarisme stalinien et du capitalisme le plus sauvage, voire mafieux, en l'occurrence dans le cas de la kleptocratie et de l'oligarchie qui entoure Poutine. C'est un impérialisme agressif, c'est un impérialisme face auquel nos dirigeants ont été complaisants, en ignorant trop ce qu'ils faisaient, et notamment en Syrie, puisqu'en 2015, il vient au secours de la pire dictature du monde arabe. Quand un réfugié syrien voit les ruines de Mariupol, il voit Alep. Et donc, moi, ma position est toute simple. Il n'intervient pas contre l'OTAN, il n'intervient pas contre un jeu de puissance, il intervient dans la reconstruction de sa logique impériale. D'ailleurs, l'année n'a pas été choisie par hasard, c'est l'année du centenaire de l'Union soviétique, et Poutine a dit que 1922, c'est 2022, et il a dit que la fin de l'Union soviétique était la pire catastrophe qu'ait connue le peuple russe. Et donc, en fait, je pense qu'il avait le souhait de se dire qu'au bout de l'anniversaire, fin 2022, il aurait reconstitué l'Empire par une guerre éclair défaisant le pouvoir de Kiev. Non, contre quoi il intervient ? Il intervient contre le libre droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, comme il l'a fait en Tchétchénie, comme il l'a fait en Géorgie. Bien sûr qu'il y a aussi une extrême droite ukrainienne, même si elle est très faible aujourd'hui et elle ne pèse pas du tout, contrairement à ce qu'on dit dans le débat politique. Bien sûr qu'il y a aussi des logiques nationalistes ukrainiennes qui peuvent être intolérantes, y compris contre la culture russe ou la langue russe. Bien sûr, c'est une société diverse et variée. Mais cette société, en fait, elle s'était mise en mouvement. L'Euromaïdan, c'est la mise en mouvement, comme les révolutions arabes, comme d'autres soulèvements, eh bien, c'est la mise en mouvement d'un peuple. Un peuple fait son histoire, un peuple crée son chemin. Et du coup, il se tourne vers l'Europe à l'époque dans l'idée d'un idéal démocratique, pas dans une logique de puissance. Que Poutine, par son intervention, crée une prophétie autoréalisatrice qui est que la tourelle américaine, dans sa logique de puissance, du coup, regarde vers l'Europe après avoir
beaucoup regardé et continuent de regarder du côté de la Chine, oui, bien sûr. Bien sûr qu'ils donnent la main à la possibilité d'un jeu de puissance américaine en proportion de la faiblesse européenne sur tout cela, notamment faiblesse française et faiblesse allemande face au pouvoir russe dans la dernière période. Ne jamais oublier que les garants des accords de Minsk, c'était la France et l'Allemagne. C'était Merkel et Hollande. C'était Merkel et Hollande. Hein, et donc, j'écris dans le livre que j'ai publié, je montre toutes les bêtises, évidemment l'alignement de l'extrême droite, les bêtises à gauche, je vais revenir sur les gauches, dans l'oubli du monde, et notamment du côté de Jean-Luc Mélenchon, qui n'a rien compris et a dit beaucoup de bêtises à ce qui se passait en Syrie, vu comme une logique de puissance, en ignorant les peuples. Les logiques de puissance font qu'on oublie les peuples, qu'on ne veut pas regarder les peuples, qu'on ne veut pas apprendre d'eux. Et en disant aussi beaucoup de bêtises sur la Crimée, sur la Russie, et en ayant une obsession d'un anti-américanisme pavlovien, primaire, qui n'a pas de rationalité en l'occurrence. Il y a une gauche en Ukraine. Il y a un parti notamment qui s'appelle le mouvement social. Il y a un mouvement syndical très important qui tient les deux bouts. Il est au front et il se bat contre les conséquences de la loi martiale pour les droits syndicaux et tout. Il y a toute une diversité. Mais lisez leurs textes qui existent en français d'interpellation des gauches européennes, sur, notamment ici en France, ou chez vous ou ailleurs, dans nos pays, notamment également en Espagne et en Italie, hein, sur un rapport campiste. Donc moi, je suis contre le campisme, contre l'aveuglement, hein, d'un alignement. Je suis très lucidement contre un campisme atlantiste, d'où ce que j'ai dit et rappelé tout à l'heure sur les droits des Palestiniens et sur le mépris contre toutes les résolutions du droit international, du droit du peuple palestinien à avoir son État, à vivre librement, normalement, y compris avec ses corrompus, avec ses virulences étatiques. Après, aucun peuple, voilà, ils font leur chemin, hein, mais ils ont le droit d'avoir des droits, hein, et d'inventer cela. Et donc, ma position est toute simple, c'est celle de Mediapart, hein, c'est qu'il faut évidemment aider le peuple ukrainien. Et ceux qui disent, qui sont dans l'étape, par exemple, de dire « oui, il faudrait d'abord qu'ils acceptent de céder la Crimée », c'est une discussion possible le jour où ils auront gagné militairement. Il faut d'abord les aider à gagner, parce qu'ils ont été agressés. Et quand vous êtes agressé, vous soutenez celui qui est agressé. Vous ne lui dites pas « écoute, ce serait bien que tu modères ta réponse à l'agression ». Hein, vous l'aidez. Moi, voilà, ma position est celle-là. Et je déplore de ce point de vue que beaucoup de forces politiques ne soient pas assez engagées là-dessus, comme elles auraient dû l'être du côté du peuple syrien. Je continue, je garde la radicalité démocratique pour la fin. Sur Trump... Alors je ne sais pas si on peut parler déjà de génocide, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un point commun d'ailleurs entre Trump, entre Poutine, entre une partie du débat public français, c'est l'obsession de la théorie du genre, vue comme la monstruosité du moment. Poutine le dit, hein, cet Occident satanique, c'est ceux qui acceptent l'idée qu'il y ait des genres, hein, et que justement il y ait une diversité de notre histoire, de nos identités qui est revendiquée, qui est assumée, que l'on puisse se marier entre personnes du même sexe et ainsi de suite, et du même genre, et y compris d'être en transition et d'assumer cela. Leur discours idéologique est fondé sur la diabolisation de tout cela, que vous retrouvez dans une partie du discours sur ce nouveau mot qui est très présent dans les discours conservateurs dans nos pays, le wokisme. Il faut rappeler que ça vient du débat américain pour dire « awake », réveille-toi, hein, sois vigilant. Hein. Et cette diabolisation, ce néologisme, c'est pour combattre ceux qui parlent des causes communes de l'égalité. C'est-à-dire que, voilà, hein, on a une intersectionnalité des droits.
hein. Il n'y a pas que la question sociale, il y a aussi la question du genre, il y a la question des dominations et des discriminations de genre, il y a la question des dominations des racisés, et tout ça est transverse. Tout ça, voilà. Et donc, on a un point commun de toutes ces idéologies-là que l'on retrouve. D'où la première étape, c'est la remise en cause des droits des femmes. Vous avez vu aux États-Unis, hein, État par État, tous les droits, la pilule abortive, le droit à l'avortement, la Cour suprême, la remise en cause des droits des femmes. Parce que là, c'est une conquête, je le redis, c'était une conquête fragile de nos générations. Et c'est une conquête immensément fragile qui est un levier justement au cœur anthropologique. Pas seulement la question de classe, hein, je suis un prolétaire, j'ai des droits, mais non, y compris, comme disait Flora Tristan, le prolétaire, il a une prolétaire à la maison. Hein. Donc, hein, et donc il doit s'interroger sur ces autres dominations. Et donc, ce suprématisme blanc que incarne Trump, qui va avec un virilisme, qui va avec un masculinisme, qui va avec une violence de grossièreté du langage, parce que tout ça, la tenue, il faut l'entendre aussi. Hein. La tenue est aussi dans tout ce qu'on libère comme virulence, hein, et qu'on autorise comme virulence dans l'espace public. Donc vous avez raison pour dire qu'il y a là des batailles essentielles, hein, à mener et à assumer. La porte-parole actuelle de la Maison-Blanche, c'est une haïtienne qui a grandi dans mon pays, la Martinique, et qui est lesbienne. Voilà, donc voilà, c'est la porte-parole de la Maison-Blanche, de Biden aujourd'hui, avec un chemin, hein, migrant d'Haïti, grandi à la Martinique, passé aux États-Unis. Hein. Je dis ça sur le fait qu'il faut aussi défendre, hein, ce que nous sommes dans notre diversité. Ça concerne les médias, ça concerne nos combats. Mediapart va sortir un livre le début mai sur les haines ordinaires et fait une soirée publique le 10 mai à Paris, dont le titre c'est « Vous n'aurez pas notre peau » contre toutes les haines ordinaires. Et dans un appel à unissons-nous contre le racisme, contre l'homophobie, contre la LGTB-phobie, contre l'islamophobie, contre l'antisémitisme, contre toutes les haines ordinaires qui provoquent, peut-être que vous avez vu récemment la révélation par Mediapart d'une réalité très ignorée, par un documentaire que je vous invite à voir, non pas à vivre, parce que c'est terrible, guet-apens sur les pièges homophobes, hein, qui existent dans notre société. Hein, et qui sont terribles. Le PCF et la LCR, différemment. Bon. Non, sincèrement, comment dire, Mediapart est un journal qui défend les valeurs que vous connaissez. Je vais terminer justement sur la radicalité démocratique. Simplement, on est un journal indépendant, dont notre seule ligne d'information, c'est l'intérêt général. Est-ce qu'une information est d'intérêt général ? On n'a pas, contrairement à ce que vous avez dit, on n'a pas de parti pris de Mediapart explicitement contre le PCF ou contre telle ou telle autre organisation. En revanche, si on estime qu'il y a des faits d'intérêt général qui concernent, y compris un parti politique dont les lecteurs, dont une partie de nos lecteurs pourrait être proche, eh bien, notre responsabilité, c'est de le révéler. On ne va pas se censurer. Donc oui, en effet, il y a une histoire, pour nous, de permanent caché derrière un emploi fictif d'assistant parlementaire qui concernait le candidat Fabien Roussel et que nous avons révélé et qui donne lieu à une enquête du parquet financier. Oui, nous avons traité les affaires financières de la France insoumise, comme nous avons révélé celles du Rassemblement national, comme nous révélons toutes les affaires qui concernent ceux qui nous dirigent aujourd'hui. C'est notre rôle. Mediapart perdrait totalement son crédit s'il censurait une information en se disant « bon, ça va nuire aux causes communes de l'égalité », ce que vous vantiez sur le travail que font des élus communistes, que je respecte, ou que fait le Parti communiste. C'est notre rôle. Et avoir une culture démocratique, c'est accepter cette dimension d'interpellation de la presse. Là où il y aurait un problème, c'est si nous mentions. Là où il y aurait un problème, c'est si nous répandions des fausses nouvelles.
Nous avons une feuille de route, c'est est-ce que c'est d'intérêt général, est-ce que c'est recoupé, est-ce que c'est sourcé, est-ce que nous avons respecté le contradictoire. C'est de ça dont nous rendons compte. Et le crédit de Mediapart, c'est d'être capable de le faire, y compris en pensant contre nous-mêmes, en pensant contre ce que nous sommes, pour certains d'entre nous, contre ce qu'est une partie de nos lecteurs. C'est pour ça qu'il y a aussi des presses militantes, où on va lire une presse qui va dire ce qu'on a envie de lire parce qu'on est engagé pour cette formation. Mediapart est aujourd'hui, en nombre d'abonnés numériques, et qui est le bon critère, le 3e quotidien d'information politique et générale en France, derrière Le Figaro et Le Monde. Donc voilà, c'est un quotidien d'information politique et générale totalement indépendant, sans fil à la patte, sans publicité, sans subvention, sans milliardaire, sans rien de tout ça. C'est un bienfait fragile d'avoir un journal comme ça. C'est un caillou dans leurs chaussures à tous. Je parle des autres, ceux qui sont au pouvoir ou qui ont la puissance de l'argent. Ils aimeraient bien que ça disparaisse. Après les soulèvements de la Terre, après la Ligue des droits de l'homme, le 3e sur la liste, c'est Mediapart. Souvenez-vous de toutes les campagnes que nous avons subies. Comme vous savez, je suis l'islamo-gauchiste en chef, je suis à la CIA, j'ai mangé les petits-enfants, et voilà. Donc, nous sommes ça. Nous répondons voilà. Nous avons fait des interviews politiques de Fabien Roussel, d'autres dirigeants des partis de gauche, certains parce que... Et là, on a un problème de la culture démocratique à gauche, de la radicalité démocratique à gauche. Certains, le premier notamment c'est Jean-Luc Mélenchon, si nous révélons des choses qui ne leur plaisent pas, ou si nous n'épousons pas tout à fait leur agenda, nous en veulent. Non, ça fait partie du pluralisme de la discussion, et on peut répondre, et on peut discuter, et on peut être... C'est un vrai problème, c'est toute mon histoire personnelle depuis 50 ans, de l'instrumentalisation de la presse. Je suis un citoyen de gauche. Comment je me suis fait connaître sous les 14 ans de François Mitterrand, en étant dans un journal Le Monde qui avait appelé à voter pour le candidat de l'Union de la gauche, avec à l'époque des ministres communistes. Mais quand j'ai vu que sous cette présidence se passaient des actes que la gauche avait dénoncés dans l'opposition, mon devoir c'était de le révéler. Et du coup, ça m'a valu beaucoup de critiques, beaucoup d'attaques, mais c'est notre rôle. La radicalité démocratique, c'est des procédures démocratiques dans une formation politique, mais c'est le respect, encore une fois, d'un écosystème complexe, où il y a une presse indépendante qui peut vous interpeller, qui peut vous critiquer, qui peut vous déranger, qui est ce grain de sable utile, nécessaire. Ça se termine par un grain de sable, le livre. Et donc, voilà, je pense vraiment que nous n'avons pas d'autres lignes, encore une fois, que cet intérêt général. J'ai fait un petit livre qui s'appelait « Le droit de savoir » et j'en ai fait un autre en réhabilitant. Vous savez que dans votre pays, il y a une phrase qui est au fronton d'une ville dont les habitants et vous-même ne savez pas qu'elle vient de l'été 1789 en France. C'est Verviers. À l'hôtel de ville de Verviers, vous avez « Publicité, sauvegarde du peuple ». Là où en France, il y a liberté, égalité, fraternité. C'est une phrase prononcée et placardée par le premier maire de Paris, qui fut le premier président du tiers-État et à ce titre le premier président de l'Assemblée nationale, la publicité et la sauvegarde du peuple. À l'époque, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'institution démocratique, il y a encore moins de partis ouvriers, il y a encore moins de tout ce que nous débattons ce soir. Pour conquérir ces droits, il fallait le droit de savoir. La publicité et la sauvegarde du peuple. Savoir tout ce qui est d'intérêt public. Je suis convaincu que nos révélations sont utiles, y compris à des électeurs ou à des militants communistes, même quand elles dérangent des dirigeants communistes. C'est comme ça qu'on fait avancer les causes communes. La LCR, moi je ne peux pas répondre à votre question sur l'extrême gauche d'aujourd'hui. Je peux simplement rendre compte de bons itinéraires. Oui, j'ai été engagé, et j'en ai rendu compte, c'est pour ça qu'on le rappelle à mon propos, mais c'est à peu près le cas de toute la génération journalistique de mon époque.
Mais personne ne rappelle à Serge July qu'il a été maoïste et qu'il a fait l'éloge de la guerre civile. Bon, mais moi, on me le rappelle parce que j'en ai rendu compte, parce que je continue ce chemin. Mais, comment dire, j'ai transformé cet engagement, cette pratique d'un journaliste qui, à l'époque, était un journalisme, en effet, militant, engagé, dans le contexte de l'après 68. J'ai transformé cet engagement professionnel en engagement démocratique. Ce que je viens de dire, le droit de savoir. Le droit de savoir tout ce qui nous aide à regarder la catastrophe en face et à pouvoir y résister ou à pouvoir la combattre et à pouvoir l'empêcher. Et donc, c'est un peu ce chemin de vie que j'ai mené. Donc, pour vous dire quelle est la recommandation, et là, ça rejoint le débat sur les questions politiques. Le pire danger aujourd'hui, pour toutes celles et tous ceux qui, comme vous, sont conscients des risques que nous courons, le pire danger, le pire poison, c'est la division. Il y a des nuances, il y a des divergences, il y a des désaccords. Mais quand même, comme on dit en Suisse, il y a le feu au lac. Et donc, dans un moment comme ça, on fait front unique, comme on disait dans le vieux langage. On se rassemble. L'appel à la vigilance est une référence dans son intitulé de 93, parce que l'un des signataires avait vécu cela, il était vivant, beaucoup de signataires sont morts, et il était vivant à l'époque. Eh bien, quand il y a eu la naissance et l'émergence des extrêmes droites en France, un an après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, en 1934, les journées du 6 février 1934, eh bien, il y a eu le comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Et c'est les trois intellectuels qui rassemblaient ce comité. L'un était lié au Parti radical, l'autre au Parti socialiste, le troisième au Parti communiste. C'est cet acte intellectuel qui a créé la dynamique, qui a ensuite permis la victoire électorale du Front populaire, laquelle a été suivie par le sursaut des grèves ouvrières et de leur ampleur et de leur conquête sociale. Et donc, ce dont on a besoin aujourd'hui, pour moi, c'est d'une unité sur l'essentiel. Souvent, en tant qu'observateur, journaliste, je regarde, je me dis, mais sur les questions démocratiques, sur les questions sociales, sur les questions écologiques, sur les questions des droits des femmes, sur les questions des migrations, mais est-ce qu'il y a des divergences radicales entre l'ensemble du paysage de la gauche démocratique et sociale, de la gauche qui est restée de gauche, pas celle qui se croit de gauche et qui a déjà basculé du côté obscur de la force, hein ? Non, il n'y a pas de divergence fondamentale. Et donc, je pense que le moment appelle des dynamiques d'union, des dynamiques où pas d'union au sommet, pas d'union simplement par des appareils qui discutent de listes électorales, mais d'abord d'union concrète. C'est quoi la leçon du grand mouvement social, fut-il des faits grâce aux institutions de la Ve République qui protègent Macron, qui est dans ce bunker? Quelle est la leçon du mouvement social sur les retraites et de l'exceptionnelle unité syndicale? C'est cela. Quand il y a un mouvement social de cette ampleur, on ne parle plus du bouc émissaire, on ne parle plus du musulman, on ne parle plus de l'obsession, de la stigmatisation, on ne parle plus des migrants. On parle des causes communes et on se retrouve avec des gens de toute origine, et y compris des gens qui ont pu voter à l'extrême droite, mais qui se retrouvent là, et puis qui se retrouvent avec un collègue, puis ils bougent. C'est comme ça qu'on bouge. C'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on sort de sa gangue. On a besoin de ces dynamiques-là. Et tout le problème aujourd'hui, c'est d'avoir une vie politique qui est trop ramenée à l'élection, trop ramenée à l'obsession de l'élection et qui ne construit pas ces causes communes, très concrètement. Ce qui me permet au fond, répondre sur la... Il y avait une question point de vue, sursaut, oui, c'est ça. Ben voilà, et le sursaut, c'est ça. Et le sursaut, pour moi, ça me permet de répondre à la radicalité démocratique. Radicalité, ça veut dire prendre à la racine. C'est tout simplement le radical, la racine.
Donc pour moi, la radicalité démocratique, c'est repartir de ce scandale, la proclamation de l'égalité des droits. C'est aujourd'hui ce qui est menacé universellement. Que ce soit Bolsonaro, que ce soit MBS en Arabie Saoudite, que ce soit Erdogan, que ce soit les mollahs iraniens, que ce soit Modi, suprémaciste indien, hindouiste contre les musulmans en Inde, que ce soit le Parti communiste chinois ou que ce soit... C'est l'égalité des droits. Cette jeunesse de ce scandale, cette jeunesse de cette proclamation qui fera tomber les murailles les plus solides. Car ils finiront par tomber. Et cette égalité des droits, elle ne s'arrêtera jamais. Elle sera toujours une promesse. Un intellectuel français a fait un jour un livre « Penser à droite ». C'est quoi penser à droite ? C'est penser que le réel est intangible, qu'il ne doit pas bouger. C'est pour ça que je vous citais le Parti communiste chinois. La droite en Chine, c'est le Parti communiste chinois. Il veut que le réel de son pouvoir et de sa domination ne bouge pas. L'émancipation a un synonyme, c'est le déplacement. Nous ne sommes pas assignés à là où nous sommes nés, au milieu social, au genre qu'on nous a attribué, et ainsi de suite. Nous ne sommes pas assignés. Nous bougeons, nous nous déplaçons, nous rêvons, nous inventons, nous faisons un chemin. Et le chemin se fait en marchant. C'est ça, la radicalité démocratique. C'est partir de cette égalité des droits. Et du coup, et c'est la fin du livre, prendre conscience que cette proclamation est fragile, qu'elle demande beaucoup de soins et qu'elle demande un mot qui est tout simple, qui est le mot scrupule. Et toutes les personnes que nous avons évoquées ce soir, que tous ces pouvoirs violents n'ont pas de scrupules. Macron l'a dit, après le 49-3, il a dit « j'ai aucun regret, aucun scrupule ». Et du coup, j'ai rappelé au président de la République française ce que disait ce mot. C'est plutôt c'est d'un voyou dont on dit qu'il n'a pas de scrupules. Quelqu'un qui ne respecte pas la règle commune. D'où il vient ce mot ? Le bonheur d'avoir une philologue classique dans la salle, ça vient du latin scrupulum, qui est un petit caillou. Et donc un scrupule, c'est un petit caillou qui reste coincé dans la chaussure et qui nous dérange quand on marche. Merci. Bravo. Chez les Romains, c'était déjà un message politique et philosophique. Les légions romaines, elles n'avaient pas de chaussures, mais des sandales. Et les Romains, en général, leurs chaussures n'étaient pas fermées. Donc le petit caillou est un ennemi intime. Il se glisse dans la sandale. Et la puissance de la légion conquérante qui va dominer et tout, aïe! Et elle doit ralentir. Et elle doit défaire sa sandale. Et elle doit enlever le petit caillou. Le petit caillou. Le petit caillou, le scrupule. Et du coup, je termine juste parce que je voudrais citer cette phrase comme petit message d'espoir, le livre. Voilà, le livre. Non, mais je ne le connais pas par cœur. Je ne connais pas par cœur. Je vous ai cité Jean-Pierre Vernant. Jean-Pierre Vernant qui dit on ne discute pas recettes de cuisine. On ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages. Et je voudrais finir avec lui, avec JP, qui était, on l'appelait comme ça, qui était un ami, qui était un grand ami de Maurice Hollander, et qui un jour a eu cette phrase. Après avoir dit quelque chose de très important qui rejoint ce que j'ai dit sur la bataille de l'imaginaire, sur qu'est-ce que c'est qu'un homme. C'est un texte qui s'appelle « Franchir un pont », dans la traversée des frontières. Donc l'idée qu'on traverse, justement, on est des traversants. Pour être soi, il faut se projeter vers ce qui est étranger, se prolonger dans et par lui. Demeurer enclos dans son identité, c'est se perdre et cesser d'être. On se connaît, on se construit par le contact, l'échange, le commerce avec l'autre. Entre les rives du même et de l'autre, l'homme est un pont. Et les idéologies dont nous parlons, c'est celles qui veulent détruire les ponts. Et c'est à ce moment-là que Jean-Pierre Vernant conclut par ces mots-ci. Le vrai courage,
c'est au-dedans de soi de ne pas céder, ne pas plier, ne pas renoncer. Être le grain de sable que les plus lourds engins, écrasant tout sur leur passage, ne réussissent pas à briser. Je vous remercie. Un grand merci. Un très grand merci même. Je vous invite tous et toutes à rescanner le QR code pour vous inscrire pour la visite du 7 mai. C'est important pour prolonger la rencontre. Et aussi à aller boire une bière qui nous est offerte par le BEA et l'Union des anciens étudiants.